Le salaire minimum va augmenter en avril de 5%, ce qui n'est pas arrivé depuis 6 ans. Et nous retrouvons Daniel Guggenheim pour la chronique économique de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de différents sujets qui vont certainement vous intéresser. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer par un sujet d'actualité à l'approche de Pessard. Le salaire minimum va augmenter. Oui. De tout à fait. Au 1er avril, mais ça veut dire que les gens le verront peut-être dans leur salaire que le mois d'après, puisqu'on est payé le mois d'après pour ce qu'on a fait. Et donc, mais en tout cas, la date officielle, c'est le 1er avril, va augmenter le salaire minimum. Il faut dire d'abord qu'il n'a pas augmenté depuis 6 ans. Eh bien oui, c'est pour ça que c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Il aurait dû augmenter l'année dernière, déjà 200 shekels, mais il y avait une discussion au sein de la coalition parce que la commission des affaires sociales trouvait que 100 shekels l'année dernière n'était pas assez, elle voulait plus, et le ministère des Finances, à l'époque Lieberman, ne voulait pas. Et donc, à cause de ça, ils n'ont rien donné. De combien est le salaire minimum aujourd'hui, enfin avant l'augmentation? Avant l'augmentation, le salaire minimum est de 5 300 shekels. De combien le gouvernement a décidé d'augmenter le salaire minimum? Il va augmenter de 272 shekels pour passer à 5 572 shekels pour un mois, et par heure, de 29 shekels quelque chose à 30 shekels 60. Un shekel et demi en plus par rapport à ce que c'était avant. Bon, c'est mieux que 100 shekels, mais c'est pas encore la panacée. Il y a un objectif Okay. de la part, et ça a été signé, de la part de la Histadrut, le syndicat, et le gouvernement l'a signé aussi, d'arriver à 6 000 shekels. Ah, c'est l'objectif, ça c'est déjà en mieux. 2025, c'est marqué. Ouais, c'est dans 2 ans. Maintenant, Okay. la Histadrut a dit, étant donné, et on le sait qu'il y a eu une augmentation des prix de la vie, ce qu'on appelle la cherté de la vie chère, ils ont demandé à ce que cette date butoir de avril 2025 soit avancée. Et donc, ils sont en négociation maintenant avec le gouvernement et aussi les patrons, parce que ça concerne aussi, bien entendu, le secteur privé, pour savoir si on peut aller plus vite aux 6 000 shekels, puisqu'on est presque, il manque quand même 500 shekels pour y arriver. Et donc, c'est en discussion, et peut-être on y arrivera plus vite que prévu. Ça, c'est à souhaiter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même si les deux parents travaillent, moins de 6 000 shekels par mois, avec des familles nombreuses, parfois, c'est compliqué quand même de joindre les deux bouts. C'est tout à fait ce qu'a dit le chef du syndicat, ce que vous dites maintenant. Il faut quand même dire que c'est compliqué de faire des augmentations massives et brusques du salaire minimum par rapport au secteur privé, je parle surtout. Parce qu'on estime cette augmentation dont je viens de parler, donc de 5%, ça sera entre 2,4 milliards shekels et 3 milliards de shekels, concernant toutes les augmentations qui sont liées à ça. Et donc, c'est important, et surtout pour le secteur privé, il y a des entreprises qui vont pas bien et qui ont des gens qui sont au salaire minimum. Il faut savoir que d'après les dernières statistiques, ça concerne 20% de ces gens qui travaillent. On considère qu'en Israël travaillent en salariés 3,5 millions de personnes, soit à peu près 700 000 personnes, un peu moins, sont au salaire minimum. Donc, c'est une augmentation salariale très importante pour l'État et pour les entreprises, si c'est trop brusque. Donc, c'est pour ça oui, parce que le secteur privé, en général, s'aligne, met un petit peu plus de temps, mais s'aligne sur le secteur public. Il est obligé, là, parce que c'est une loi qui, d'ailleurs, et la loi dit d'ailleurs, qui a été signée par le ministre, dit aussi, il doit être 47,5% de ce qu'on appelle le salaire moyen en Israël. Ça a été fixé par rapport à ça. Et donc, si le salaire moyen d'ailleurs augmente plus, alors le salaire minimum augmentera aussi. Bon, en tout cas, c'est déjà mieux que 100 shekels, donc c'est déjà pas mal. On espère vraiment pour tous ceux qui sont au salaire minimum, eh bien que ça augmente rapidement pour eux. Je voudrais juste ajouter une dernière chose, que à part ça, au mois d'avril là, vont augmenter ce qu'on appelle les prestations du butoir Lomi, des assistances sociales. Ça, c'est plutôt sympa, ça. Voilà, ça c'est oui. Pour ce qui est de vieillesse, c'est 5%. Pour les invalidités, c'est du 10%. Et chacun verra selon ce qu'il est, cette augmentation. Et donc c'est important pour les gens qui donc la reçoivent et qui sont souvent des gens, comme vous dites, qui en ont besoin, qui sont dans classe sociale basse.
Ok. Alors ça, c'était la première info. Il y en a une autre. Alors là, c'est une super nouvelle pour Israël. Ça concerne le gaz et le pétrole israélien. On en a énormément parlé. Et là, eh bien, il y a un changement au niveau de la propriété, c'est-à-dire la prise de capital de la société qui exploite le gaz et le pétrole israélien. Les propriétaires vont être anglais et d'Abu Dhabi à 50%. Donc c'est BP et je crois ADNOC, ça s'appelle comme ça la société pétrolière d'Abu Dhabi. Alors c'est plutôt une super nouvelle. Tout à fait. Les gens sûrement connaissent la société israélienne au nom de Delek ou Tchouva même, celui qui est le chef des sociétés jusqu'à maintenant, et donc qui était d'ailleurs en difficulté financière ces dernières années, et grâce à l'augmentation du prix de l'énergie, s'est tiré de tous ces problèmes qu'il a eu financiers. Maintenant, c'est très très important, au-delà des chiffres qui sont donnés. D'abord, au niveau de l'achat, ils ont acheté, donc ils veulent acheter, ils ont proposé de faire, il y a des procédures bureaucratiques, mais je dis point de vue de l'offre qu'ils ont fait hier, qu'ils ont fait cette semaine, ça a été de dire, nous l'achetons à 70% au-dessus de son cours de la bourse. C'est énorme. En un jour déjà, l'action en Israël de cette société qui s'appelle Newmed, avant c'était Delek, a augmenté de 30% en un jour. Heureux ceux qui avaient possédé cette action cette semaine avant cette augmentation. C'est rare qu'une action augmente de 30% en un jour. Ça veut dire aussi, au-delà de cela, c'est pour Israël quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que en fait, Abu Dhabi, qui était qui est donc un de ceux qui veulent acheter, et BP, représente 10% de toute l'énergie mondiale. Et Abu Dhabi veut faire de cette société-là et des recherches et du gaz et du pétrole qui est en Israël son outil stratégique pour le Moyen-Orient. Alors, est-ce que c'est politiquement, c'est pas un peu dangereux? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent un peu s'inquiéter de ça, de cet état de fait? Au contraire, ça va même permettre d'abord de donner des investissements pour chercher encore dans les eaux maritimes israéliens du gaz et du pétrole. On sait qu'il y en a encore. Et donc, ces sociétés-là vont pouvoir permettre ces investissements-là. Mais en plus de ça, ils vont permettre ce qu'on appelle la liquéfaction du gaz israélien. Et de permettre... Reprends. Oui, ils vont permettre la liquéfaction. La liquéfaction. Attends. Oui. Vas-y. Ils vont permettre de faire que le gaz israélien devienne liquide, ce qui est beaucoup plus facile pour le transporter, surtout en Europe. Il y a un très grand projet qui devienne un des grands partenaires de l'Europe pour l'approvisionnement du gaz. On sait ce qui s'est passé avec la Russie. Et donc, Israël devrait remplacer, c'est le but de l'Europe, la Russie comme un des sources d'approvisionnement. Donc, en gros, grâce à ces investissements étrangers dans la compagnie israélienne, eh bien, Israël va être la base pour délivrer le gaz à toute l'Europe. C'est ça. Et en vérité, c'est quelque chose de mondial. Ça va apporter énormément d'argent aussi au contribuable israélien, parce que maintenant, quand ils font des bénéfices, il y a un fonds qui s'appelle en hébreu Keren Osher, c'est-à-dire un fonds de richesse qui sera distribué, qui d'ailleurs doit être distribué pour les biens, pour les gens, pour des choses sociales, etc. Ça va donner énormément d'argent. Et bien entendu, ça va à terme renforcer le shekel, parce que ce sont des dizaines de milliards de shekels qui vont encore s'ajouter à ce qu'on a reçu maintenant. On parle d'une augmentation déjà maintenant de ce qu'on sait, de 50% par rapport à ce qu'on produit maintenant. Donc c'est des sommes considérables de dizaines de milliards de shekels qui vont, dans les prochaines années, venir en Israël et permettre à Israël de devenir plus fort économiquement et aux Israéliens. Bon, c'est une excellente nouvelle. Alors, on est obligé de parler un petit peu de la conjoncture économique, de la bourse qui s'affole. Il y a beaucoup de nouveaux immigrants qui arrivent en Israël et qui veulent investir, qui ne savent plus s'il faut mettre leur argent dans la pierre ou ailleurs. Est-ce qu'il existe en Israël des placements sans risque ? Effectivement, du fait de la montée des taux dans le monde et en Israël en particulier, on peut maintenant avoir des placements sans risque à des taux d'épargne pour l'épargnant qu'on n'avait pas ces dernières années. Je veux donner des chiffres pour que les gens qui veulent négocier savent plus ou moins de quoi il s'agit. La chose la plus populaire, il faut le dire pour les épargnants, c'est ce qu'on appelle les dépôts bancaires. Alors, si quelqu'un maintenant accepte de bloquer au moins 1 an son argent à la banque, même disons des fois 1 an et demi, il peut avoir 5% par an. On lui dit tu auras.
Maintenant, il y a deux inconvénients à ça. L'argent doit être bloqué. L'argent, dans ces cas-là, est bloqué. Et il faut savoir que la vie est faite de beaucoup d'imprévus. Et aussi, on peut se dire, dommage, maintenant j'ai l'occasion d'acheter la maison de mes rêves, parce que les prix de l'immobilier sont en train de baisser. Et je le fais pas. J'ai bloqué, pour avoir 1% en plus, j'ai bloqué 1 an et demi mon argent. Il faut bien réfléchir quand même. Oui. Deuxièmement, il faut savoir qu'il y a un impôt là-dessus de 15%. Et troisième, donc ça c'est important à savoir, et que c'est calculé, dans ce cas-là en tout cas, sur la somme du départ. Ça veut dire, c'est pas réactualisé chaque jour, l'intérêt est calculé sur votre dépôt au départ, ce qui n'est pas le cas dans d'autres sortes d'investissements. Okay. Ça c'est pour le niveau des dépôts bancaires. Il y a une deuxième chose, il faut savoir, qui est beaucoup prisé d'ailleurs maintenant par les conseillers financiers dans les banques, c'est ce qu'on appelle en hébreu Makam, on pourrait dire la Banque d'Israël. La Banque d'Israël, elle est sûre, elle emprunte sur le marché financier. Exprès, elle donne des bons taux pour que les gens épargnent chez elle, lui prêtent de l'argent pour ne pas l'utiliser en consommation. Donc on peut placer de l'argent en Makam, c'est-à-dire à la Banque d'Israël. À la Banque d'Israël, en prêtant à la Banque d'Israël. Combien on peut avoir maintenant? Sur un an, on peut avoir 4,5%. Bien sûr, il y a aussi un impôt là-dessus qui de 15%. Mais il faut savoir aussi autre chose. Maintenant, c'est que il y a un tout petit peu si on achète des commissions, bon, il faut voir avec la banque. Et si on le vend en milieu aussi, il y aura des commissions. Maintenant, l'intérêt, c'est que chaque jour, on peut le vendre. On n'est pas bloqué. Voilà, donc c'est un petit peu moins cher au niveau des intérêts, mais l'avantage est très important, c'est que c'est pas bloqué. Tout à fait. On peut le sortir quand on veut. Ou il y a peut-être des dates, on va dire. Non, tous les jours. Tous les jours, on peut le sortir. Tous les jours, c'est magnifique. On peut. Enfin, des jours où il y a de la bourse. Oui, bien sûr. Maintenant, une chose qu'il faut, si on parle quand même d'obligations, ça c'est comme les banques faisaient des obligations, par exemple des banques ou des sociétés d'assurance, enfin ce qu'on appelle des sociétés qu'on sait qu'ils vont pas faire faillite, surtout si c'est pour 1 ou 2 ans, on peut trouver entre 5 et 6% maintenant, mais encore une fois, là-bas, les commissions sont un peu plus chères, et puis en plus ça peut baisser parce que si d'un coup les taux d'intérêt de la Banque d'Israël montent, alors les obligations à court terme peuvent baisser 1 ou 2 jours si on n'attend pas jusqu'à la fin. Donc ça c'est un risque, c'est un petit risque quand même, mais on peut avoir un petit peu plus là-dessus, mais il faut le savoir aussi. Okay. Maintenant, une dernière chose que je voudrais dire, et qui est très très prisée également par les conseillers de banque et aussi par les gens, c'est une liquidité totale et aucun frais. Il s'agit de quoi? En France, on appelle ça SICAV monétaire. Je dis ça pour les Olim qui connaissent ce sono. Et en Israël, ils ne connaissent pas le mot SICAV monétaire, ils connaissent Caspit. Ils disent même pas le mot Keren Caspit. Donc si on dit Caspit, ça correspond au SICAV monétaire. Au SICAV monétaire, c'est le mot qu'ils connaissent. Et c'est donc un outil que la banque n'a pas le droit de prendre des commissions ni à l'achat ni à la vente. Il y a, tous les jours on peut mettre. Il n'y a pas de plafond ni en dessous ni au-dessus. Okay, il y a c'est complètement. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a rien du tout. Le chose, c'est que ils peuvent pas, comme pour les banques ou pour la Banque d'Israël, en disant, voilà, si vous restez tant, je vous donne tant. Ils n'ont pas le droit de faire ça, ils peuvent pas. Ils disent, nous, on investit dans des choses qui sont des dépôts bancaires ou les Makamim dont j'ai parlé ou d'autres choses extrêmement sécurisées d'abord. On prend très très peu de frais de gestion d'ailleurs. Ils prennent entre 0,1 0,2. Il y en a des fois qui prennent 0. Donc c'est intéressant. Et à l'heure actuelle, vu les taux, on a à peu près 0,33 par mois. Ça veut dire ça représente presque 4%, on peut penser maintenant, entre 4% par an. Et il n'y a pas à l'heure actuelle d'impôt. Pourquoi? Parce que pour payer un impôt là-dessus qui serait de 25%, il faudrait que la plus-value soit au-dessus de l'inflation. Or, pour l'instant, on est au-dessus de ça. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas la direction. Défiscalisé. Alors, c'est complètement liquide. Pas de commission. Défiscalisé, voilà. Magnifique. Et voilà, c'est à peu près, c'est ça, c'est le topo qu'on préfère. Bon, je pense que Caspit, ça va sûrement plaire à nos auditeurs. Retenez bien ce tuyau de Daniel Guggenheim. On va continuer et terminer avec une nouvelle concernant nos habitudes de consommation à la veille de Pessah. On veut savoir si nous sommes de bons consommateurs ou si il va falloir faire nos courses un petit peu différemment. Oui, tout à fait. J'ai vu un article intéressant, puis c'est une revue de presse ici, il faut le signaler dans Walla, qui rapportait une étude qui a été faite par l'Eket, sûrement vous connaissez cette bien sûr, caritative. Contre le gâchis alimentaire.
Oui, et surtout aider les pauvres, les gens qui sont nécessités. Et ce qu'on appelle BDO, qui est un très grand cabinet d'audit et qui est associé à elle et souvent avec le ministère de l'Environnement pour justement parler de la consommation, comment consommer, essayer au public de faire une éducation, on pourrait dire le mot, pour justement éviter les gâchis. Et il y a des chiffres qui sont sortis qui m'ont même étonné. J'ai dû les voir plusieurs fois parce que pour être sûr que je ne dis pas d'erreur ici, mais c'est ce que j'ai vu dans cette étude. Bien sûr. Ils disent que ce Pessah-là, les Israéliens, sur la nourriture, vont acheter pour 8,7 milliards de shekels. Et là-dessus, ils disent que 1,9 milliard de shekels vont être perdus. Perdus pourquoi ? Parce que les consommateurs auront acheté trop de nourriture, de la nourriture dont ils n'avaient pas besoin finalement ? D'abord, c'est une des premières causes. Pour les consommateurs eux-mêmes, au niveau des ménages, ils disent que sur 3000 shekels qu'un ménage va acheter, 400 shekels va être jeté pour les raisons que vous dites. Donc, c'est comme si on prenait 4 billets de 100 shekels et qu'on les jetait à la poubelle. Oui. C'est exactement ça. Maintenant, ça partie du consommateur. Il y a aussi, ils disent, des pertes au niveau des productions dans ce qu'on appelle le circuit de production jusqu'à la consommation. Il y a beaucoup de pertes qui se font. Et de ça, dans le chiffre de 1/4 de pertes que je vous dis, il n'est pas uniquement sur les gens, il est aussi au niveau d'autres personnes. Et ils disent, maintenant, comme conseil aux gens de consommation, c'est d'abord de voir si de faire un plan. Combien je vais avoir de gens, combien je vais acheter pour ne pas obligatoirement qu'il y ait ne pas jeter. Mais et s'il y a des restes, alors il y a des possibilités. D'abord, ils disent essayez de réutiliser la nourriture qui reste en la faisant à notre goût. Et alors, donc, ça s'appelle réutilisation. Ils ont récemment fait, d'ailleurs, il faut le signer puisque je parle de réutilisation, il y a eu un accord, quelque chose qui a été fait entre Strauss, qui est une compagnie qu'on connaît, qui vend de la nourriture, des chefs-im, c'est-à-dire des grands chefs de cuisine, qui ont pris uniquement de la nourriture qui a été réutilisée pour faire des très grands repas, pour montrer à nos gens gratuitement qui pouvaient venir et montrer comment on peut tellement bien manger au lieu de jeter avec les restes. Avec les restes. Voilà, l'art d'utiliser les restes. Tout à fait. Bon, nos grands-mères étaient fortes dans ce cas-là. Exactement. Celles qui ont connu la guerre, elles savaient très bien réutiliser la nourriture. Ça, c'est sûr. Et ils disent quelque chose de plus au niveau national. Ils disent qu'en Israël, c'est comme aux États-Unis d'ailleurs, il y a des grands super. Ils disent maintenant en Europe, l'idée de faire, on voit qu'il y a moins de grands super, il y a surtout beaucoup plus d'épiceries ou de petites supérettes. Et ça veut dire que les gens maintenant, justement parce qu'il y a une augmentation très importante du coût de la nourriture dans le monde entier, c'est 25%, c'est des chiffres affolants. Et donc, les gens consomment moins. Et ils disent, il faudrait que les consommateurs arrivent dans cette idée-là de justement moins aller, peut-être plus aller faire des courses, mais moins acheter d'avance pour ne pas justement avoir besoin de jeter. Donc on achète, on prévoit peut-être que pour le CDR, puis pour les deuxièmes fêtes, on retourne faire les courses, et c'est pas très sympathique, mais au moins ça permettra peut-être d'éviter le gâchis alimentaire et surtout des sorties financières inutiles. Voilà. En tout cas, merci Daniel Guggenheim pour tous vos conseils, toujours pertinents. On se retrouve, je pense, après les fêtes. Voilà, et pour une émission où vous nous parlerez encore de l'actualité économique. À très bientôt. Merci.